Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fleur d'avocat par moi-même Lilia Louise Maréchaux. Ce podcast vous est présenté par le cabinet de recrutement pour cabinet d'avocats Iris et Thémis que j'ai le plaisir de diriger. Et je poursuis avec cette série qui est une lecture commentée de l'ouvrage d'Éric Jean Garcia, L'esthétique du pouvoir. Éric Jean Garcia qui est un professeur que j'ai eu le bonheur d'avoir à Sciences Po dans le cadre de mon master exécutif en stratégie ressources humaines et qui, est un expert du leadership et qui a donc, sorti cet ouvrage sur, l'exercice du pouvoir et qui nous amène en réalité à analyser l'exercice de la prise de décision et comment on décide. Les passages que je vais lire et commenter, à présent, enfin aujourd'hui, dans le cadre de cet épisode, traite globalement de comment exercer l'autorité. J'ai voulu faire cette lecture parce que, je suis confrontée au quotidien avec nos clients à des personnes je parle de mes clients, mais j'ai à titre personnel comme dirigeante évidemment exactement les mêmes difficultés qui, doivent décider, dans des conditions qui sont difficiles et doivent aussi assumer des décisions. On a la situation, la plus, évidente dans le cadre du processus de recrutement dans lequel on les accompagne et qui est celle de juste se décider sur si, avancer avec un profil ou pas et évidemment, prendre la décision de recruter quelqu'un, c'est toujours une décision difficile parce que, il faut que ce soit la bonne personne. Beaucoup de nos clients sont des structures qui sont enfin, je veux dire, globalement, c'est des petites équipes où, si une erreur de recrutement coûte cher. Elle coûte cher en énergie, c'est intégrer quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, former quelqu'un, ça peut désorganiser une équipe. Évidemment, il y a tout le temps de la production, toute la production qui peut, être affectée, donc c'est difficile à ce point de vue-là. Évidemment, en cas d'échec, il faut relancer un processus de recrutement, donc ça peut globalement conduire à un service désorganisé pendant des mois, en surcharge ou désorganisé pendant des mois avec, les conséquences, qui s'ensuivent sur une équipe. Donc c'est une décision difficile que un de décider de recruter et 2 de décider de recruter une personne en particulier. Il y a toujours une 80 ou 90 du temps, il y a une sensation de prise de risque. Donc ça, c'est une première chose et deuxième chose, nos clients, dans le cadre de nos échanges sur un recrutement, partagent également avec nous des difficultés qui sont liées au management stricto sensu de leurs autres collaborateurs, d'un collaborateur dont ils viennent de se séparer, heu, d'un ancien collaborateur, parce qu'on a évidemment aussi, accès à leur traumatisme, de manager et ces difficultés reflètent directement des difficultés qui sont liées à l'exercice même de l'autorité, vis-à-vis des personnes, avec qui ils travaillent. Alors, je vous dis ça, on est dans un cadre de 90 du temps, on est dans un cadre de collaboration libérale, donc on n'est pas censé avoir des logiques de hiérarchie et cetera et cetera. Même si on regarde les faits de manière un petit peu, objectif, tout ça est un petit peu une vaste, fumisterie et donc voilà, donc c'est des discussions qu'on a beaucoup avec eux, dans leur recherche d'un management qui soit juste pour eux, pour les autres, pour les personnes, qu'ils managent, avec les décisions qui viennent avec. Les passages donc comme je vous l'ai dit, l'épisode du jour se concentre sur, comment exercer l'autorité, ce qui va m'amener à couvrir, différents sujets. Donc en parcourant le livre, je vous lis pas évidemment, je vous lis pas tout. Je vous lis une sélection d'extraits. Je vous lis une sélection d'extraits qui, pour moi, condense, ces sujets. Ce qui nous amène à globalement aborder un la crise de l'autorité, 2 l'incertitude la notion d'incertitude radicale, 3 la notion de solitude du décideur, 4 ce qui rend l'exercice de l'autorité acceptable, 5 la manière de conduire une analyse avant de prendre une décision, 6 l'exercice de l'autorité et donc la prise de décision face à un dilemme et en dernier lieu, ce à quoi qu'il arrive, on n'échappe pas quand on exerce l'autorité et qu'on prend une décision. C'est le programme de cet épisode, j'espère que ça va vous plaire et puis ensuite, je commenterai ou pas, je sais pas, mais sûrement que je commenterai. On commence donc par la crise de l'autorité. Dire que l'autorité est en crise est devenu presque banal, tant ce diagnostic s'impose désormais dans de nombreux travaux.
Ce socle s'est progressif. Dans les entreprises, l'autorité a longtemps reposé sur des cadres relativement stables. Le statut, la hiérarchie, la compétence reconnue, l'ancienneté ou l'appartenance institutionnelle produisaient une légitimité largement présupposée. Ces médiations pouvaient être discutées, mais elles offraient un socle commun de justification et de reconnaissance. Ce socle s'est progressivement érodé depuis plusieurs décennies. La critique des hiérarchies, la montée des idéaux d'autonomie et d'égalité, la fragmentation des références culturelles et l'intensification des flux informationnels ont profondément transformé le rapport à l'autorité. Yann Algan parle à ce propos d'une société de la défiance, malgré marquée par une exigence accrue de cohérence entre discours, décisions et comportements. La légitimité ne se déduit plus d'une position, elle doit être continuellement éprouvée. Il en résulte un paradoxe devenu central. Le besoin de repères, de protection et d'orientation s'intensifie, tandis que la disposition à reconnaître des figures d'autorité se fragilise. On attend des responsables qu'ils tranchent, qu'ils assument, qu'ils incarnent, mais on les expose simultanément à une contestation permanente, nourrie par la multiplication des points de vue, des contre-expertises et des interprétations alternatives. Cette dynamique se retrouve directement dans les entreprises. Les dirigeants sont de plus en plus amenés à justifier leurs orientations dans un espace informationnel saturé. Face à cette exposition, beaucoup cherchent des formes de protection, se réfugier derrière les procédures, les indicateurs, les audits, les modèles d'IA, les comités, les groupes de travail collaboratifs, permet de réduire la personnalisation du risque. Mais ces stratégies ont un coût, à la fois financier et symbolique. Elles mobilisent davantage de ressources et, en dispersant la responsabilité, affaiblissent la reconnaissance. L'autorité ne se consolide pas dans l'évitement, mais dans la capacité à assumer les arbitrages. Il en résulte une tension caractéristique de l'exercice contemporain de l'autorité. Plus l'environnement organisationnel est complexe et incertain, plus le besoin de décisions claires s'affirme. Mais plus ces décisions sont exposées, plus leur capacité à faire autorité dépend de la manière dont elles sont rendues lisibles, discutables et assumées. La légitimité ne se construit plus dans la seule affirmation d'une vision, mais dans la cohérence perçue entre les arbitrages successifs, les explications fournies et la constance de l'engagement à en répondre. Ce qui nous amène à l'introduction de la notion d'incertitude radicale. Toute décision s'inscrit dans une part d'incertitude. Mais toutes les formes d'incertitude n'engagent pas la décision de la même manière. Plus particulièrement, l'incertitude radicale se caractérise par l'impossibilité de stabiliser les cadres mêmes de l'anticipation. Il évoque également la notion de surcomplexité, dans lequel les entités en jeu, leurs relations, leurs effets mutuels ne peuvent être pleinement démêlés ni durablement stabilisés. Les cadres interprétatifs eux-mêmes deviennent provisoires, concurrents et contestables. La promesse moderne de maîtrise, fondée sur la prévision, la modélisation, l'optimisation, se trouve profondément entamée. Décider ne consiste plus à sélectionner la meilleure option parmi des possibles identifiables, mais à engager l'action sans garantie sur la nature même des possibles, ni sur la possibilité d'en établir ultérieurement la justesse. Dans un tel contexte, l'erreur ne peut plus être comprise comme un simple écart à une solution optimale, et celui ou celle qui décide agit sans pouvoir s'appuyer sur des repères stabilisés, permettant de juger la décision dans la durée. Il ne peut se retrancher derrière la promesse d'une validation ultérieure par les résultats. Cette situation transforme profondément le rapport au consensus. Dans un régime de décision ordinaire, le désaccord peut être temporairement suspendu par l'argument du calcul, de l'expertise ou de la preuve attendue. Sous incertitude radicale, aucun consensus robuste ne peut être garanti. Les acteurs raisonnables peuvent diverger durablement sur ce qu'il convient de faire, non par ignorance ou mauvaise foi, mais parce qu'ils n'accordent pas la même valeur aux risques, aux temporalités ou aux irréversibilités engagées. Décider dans ce contexte revient à trancher sans pouvoir se prévaloir d'une évidence partagée. Ce qui introduit donc la notion de solitude du décideur, connexe à celle de l'illusion de la collégialité. Même lorsque la décision est partagée ou validée collectivement, l'exposition personnelle ne disparaît pas. Lorsque les effets se déploient dans le temps, lorsque la décision devient contestée, coûteuse ou politiquement sensible,
La responsabilité tend à se reconcentrer sur celles et ceux qui ont porté l'orientation, incarné le choix ou assumé sa mise en œuvre. La collégialité organise le travail de la décision, mais elle n'abolit pas la solitude de celui ou celle qui doit répondre de ce qui a été engagé. De ce qui a été engagé. Si gouverner, diriger ou manager n'est jamais un exercice solitaire dans les faits, décider engage toujours un moment irréductible où le responsable ne peut se retrancher derrière le collectif. Cette solitude n'est pas un défaut à corriger, mais une épreuve constitutive de l'autorité. C'est ce qui l'amène à définir le leadership de la façon suivante. Cela justifie de réserver le terme de leader à celles et ceux qui incarnent cette capacité à engager l'action, à porter des arbitrages, à relier des acteurs et à assumer publiquement les conséquences des décisions prises. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on rend l'exercice de l'autorité acceptable? Je poursuis. Cette exposition accrue a une conséquence immédiate. Elle intensifie le besoin de sécuriser la décision avant même qu'elle ne soit prise. Plus celle-ci engage la crédibilité, la responsabilité et la confiance, plus elle tend à être entourée de dispositifs destinés à en réduire le risque, à en objectiver les fondements ou à en partager la charge. Ce qui devient décisif et pourtant souvent invisible, c'est le travail préalable qui rend la décision possible. On parle donc de comment est-ce qu'on prend une bonne décision dans ce contexte-là. Et on commence par relativiser, c'est moins une relativisation, mais par faire le constat des limites du jugement individuel. Toute décision s'inscrit dans un régime de rationalité limitée, marqué par le caractère toujours partiel de l'information et par les limites cognitives propres à l'action humaine. Les décideurs recherchent des solutions satisfaisantes plutôt qu'optimales afin de pouvoir agir sans attendre une impossible complétude. Daniel Kahneman a quant à lui mis en évidence l'omniprésence des biais qui affectent le jugement, en particulier sous pression. Les biais de confirmation, l'excès de confiance ou la focalisation sur des informations saillantes tendent à rigidifier l'interprétation des situations et à réduire la capacité de remise en question. Au-delà de ces mécanismes cognitifs, la décision engage également des dimensions émotionnelles et symboliques. Comme le souligne Xavier Fontanet à partir de son expérience dirigeante, plus on monte dans la hiérarchie, plus on découvre combien les émotions pèsent dans les arbitrages. Décider entre l'image de soi, la crédibilité et la responsabilité personnelle, exposant celui ou celle qui décide à l'erreur, au jugement d'autrui et à la remise en cause durable. Il aborde aussi, du coup, deux mécanismes qui viennent soutenir la prise de décision, qui est un exercice individuel, mais qui viennent essayer de la soutenir. Ces deux mécanismes sont donc la collégialité et la délégation. Pour commencer par la collégialité. Lorsque les décisions sont prises collectivement, elles s'inscrivent dans des dispositifs de concertation, de consultation ou de délibération destinés à organiser la confrontation des points de vue et à encadrer la production du jugement. Comités, instances collégiales et groupes de travail cherchent à inscrire l'arbitrage dans un espace partagé où information, interprétation et intérêt peuvent être discutés. Dans ces contextes marqués par l'incertitude et la complexité, cette mise en commun apparaît comme une réponse aux fragilités du jugement individuel. La délibération permet en principe de multiplier les perspectives et de révéler des angles morts et de soumettre des hypothèses à l'épreuve de la discussion. Elle constitue également une ressource symbolique. Être associé au processus décisionnel renforce le sentiment de reconnaissance et l'acceptabilité des choix. Cette confiance repose toutefois sur une hypothèse largement répandue selon laquelle la confrontation des points de vue conduirait mécaniquement à de meilleures décisions. L'histoire des organisations rappelle que cette croyance ne constitue en rien une garantie. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. La multiplication des points de vue ne garantit ni la lucidité ni la prudence. Elle peut au contraire produire des dynamiques de renforcement mutuel où les doutes s'effacent au profit d'une cohérence apparente. Irving Janis a décrit ce phénomène sous le terme de groupthink. Le souci de préserver la cohésion du groupe ou d'éviter des tensions conduit alors à l'autocensure, à la minimisation des objections et à la disqualification implicite des voix dissonantes. Dans ces conditions, le consensus devient une construction fragile. Il repose moins sur une élucidation réelle des divergences que sur des compromis implicites
et des formulations ambiguës. L'accord formel marque des désaccords persistants qui réapparaissent fréquemment lors de leur mise en œuvre. Faute de pouvoir être exprimés dans l'espace de la délibération, les conflits sont déplacés, contenus ou rendus invisibles avant de ressurgir sous forme de résistance, de ralentissement ou de blocage. À ces mécanismes s'ajoutent les logiques politiques propres aux organisations, alliances informelles, enjeux de réputation et rapports de pouvoir influencent les échanges. Ainsi, la décision collective constitue à la fois une ressource majeure et une source de vulnérabilité. Elle élargit les perspectives et renforce l'acceptabilité, mais elle ne supprime ni l'arbitrage, ni l'exposition qui l'accompagne. La collégialité ne dissout pas la responsabilité. Elle ne saurait devenir un refuge symbolique permettant de diluer ce qui devra in fine être assumé. Si l'on regarde cette fois le mécanisme de la délégation, indépendamment des limites du jugement individuel ou collectif, le recours à des tiers perçus comme plus compétents, plus objectifs ou plus fiables constitue une modalité centrale de la décision contemporaine. Experts, cabinets de conseil, dispositifs d'évaluation, indicateurs de performance et, de plus en plus, systèmes algorithmiques viennent éclairer, orienter ou cadrer les arbitrages. La délégation n'efface pas la décision, elle en déplace les conditions concrètes. Le responsable demeure engagé, mais il arbitre entre des lectures du réel dont il ne maîtrise que partiellement les présupposés, les méthodes et les angles morts. Donc après ça, il éclaire différentes démarches pour, on va dire, s'informer, ce qu'il appelle l'analyse, enfin l'instruction plutôt, le temps de l'analyse qui est le temps de l'instruction, qui peuvent amener à prendre la meilleure décision possible, ou en tout cas une décision soutenable, dans un cadre donné. Donc il évoque, je ne vais pas m'attarder dessus, sur, le doute, la curiosité, le fait de prendre le temps jusqu'à, conclure que, in fine, quoi qu'il arrive, on se retrouve à devoir décider malgré une absence de certitude, une absence de garantie. En tout cas, compte tenu des circonstances dans lesquelles dans toutes les situations où on est dans une incertitude radicale. Ce qui est différent des situations où on est dans une incertitude, relative, c'est-à-dire où il y a un moment où on peut avoir une réponse fixe à une question donnée. Mais dans les cas de l'incertitude radicale qui sont les problématiques, auxquelles, en tout cas, mes clients et moi-même sont le plus confrontés, il y a un moment où il faut décider malgré une absence de certitude et de garantie. Et il aborde le cas de figure intéressant de la prise de décision quand on est face à un dilemme. J'y viens. Décider avec discernement, sous incertitude radicale, revient alors à accepter une donnée inconfortable. Il faudra juger au-delà des garanties disponibles, il faudra hiérarchiser sans certitude, il faudra agir sans pouvoir se prévaloir d'une évidence partagée. Le discernement ne produit pas la bonne décision, il rend possible une décision responsable. L'autorité ne se fonde plus sur la maîtrise des critères, mais sur la manière dont le jugement se tient lorsque ces critères vacillent. Donc là, on commence à toucher vraiment de très près à comment exercer l'autorité. C'est-à-dire comment est-ce que on met en évidence la manière dont on a pris un jugement, malgré l'incertitude qu'on peut reconnaître à part entière. Sur le cas spécifique de comment est-ce qu'on exerce l'autorité face à un dilemme, je trouve ça très intéressant. L'incertitude radicale rend les critères instables. Le dilemme rend les critères incompatibles. Il ne s'agit pas de choisir entre le bien et le mal, mais entre des biens concurrents qui ne peuvent être préservés ensemble. Aucune option ne permet de maintenir l'ensemble des valeurs en jeu. La décision ne vise plus une solution optimale, elle engage une hiérarchie de priorités. Pourquoi il y a peu de lumière ? Cette hiérarchie est contestable et souvent insatisfaisante. Elle n'est pas un calcul, mais un renoncement assumé. Il s'agit de composer avec des mots relatifs et des biens concurrents. Et donc, comment on gère les fameux dilemmes ? Une décision qui ne nomme pas clairement ce qu'elle sacrifie prépare souvent une conflictualité différée et se heurte au réel au moment de sa mise en œuvre. Discerner face à un dilemme consiste à rendre explicite ce qui est inévitablement hiérarchisé. Il ne s'agit pas de moraliser la situation, mais de refuser l'auto-illusion et l'esquive rhétorique.
Il s'agit de reconnaître ce qui est protégé, ce qui est exposé et ce qui est perdu. L'autorité se joue alors moins dans l'assurance affichée que dans la capacité à répondre de ce qui est effectivement engagé. Décider parfois ne consiste pas à résoudre, mais à assumer. Assumer une perte, une tension, un choix qui restera vulnérable à la critique parce qu'il ne pouvait pas ne pas l'être. Et donc, à quoi est-ce qu'on n'échappe pas quand on exerce l'autorité? Comme l'a formulé Hannah Arendt, nul ne peut savoir pleinement ce qu'il fait avant de l'avoir fait. Cette part irréductible d'exposition ne relève ni d'un défaut de méthode, ni d'un manque de rigueur. Elle constitue la condition même de l'action lorsqu'aucun savoir supplémentaire ne peut venir dissoudre la responsabilité. Accepter cette exposition constitue une épreuve centrale du discernement. Il ne s'agit pas encore de décider, mais de reconnaître que la décision à venir ne pourra être totalement couverte. Elle ne sera ni pleinement justifiable par avance, ni entièrement validable a posteriori. Elle restera vulnérable à la critique, non par défaut de rigueur, mais parce qu'elle engage des pertes irréductibles et des hiérarchies contestables. Qu'aucune instruction ne peut dissoudre entièrement la responsabilité. Voilà pour la lecture des passages. Si je devais commenter, alors moi j'ai trouvé très intéressant la partie, enfin, ce qui est sûr, c'est que ça remet au centre le poids de la responsabilité de la décision et ça vraiment, nous dans notre exercice, pour vous donner un exemple et je suis sûre que vous avez exactement la même situation avec vos clients, puisque vous exercez, si vous êtes avocat aussi, un métier de conseil. Vient un moment quand on accompagne un client sur un recrutement, il y a une décision qu'on ne peut pas prendre pour lui, c'est si oui ou non on prend cette décision d'avancer avec ce candidat. On peut et on doit, et c'est en tout cas comme ça qu'on approche notre travail, poser tous les éléments sur la table qui permettent à notre client de prendre une décision qui soit la plus éclairée possible, en l'état des informations qu'on peut réunir. On peut les poser, enfin on doit les poser, on peut aider notre client à hiérarchiser, à prioriser, voilà, à se saisir de ces informations et à se positionner par rapport à elles, mais on ne peut pas lui dire: «Allez-y, recrutez cette personne». Ça nous pose parfois des cas de conscience parce que, par exemple, il a pu nous arriver qu'un client, choisisse un candidat qui parmi la sélection de candidats, en fin de course, qui n'était selon nous pas le meilleur candidat pour lui. Nous, on aurait fait un choix différent pour lui. Mais in fine, c'est sa responsabilité et on se pose souvent la question: jusqu'où est-ce qu'on doit être explicite dans, notre, explicitation de la décision qu'on prendrait si on était lui? Et j'ai pas de réponse à ça, à cette question, très honnêtement. Justement parce que, in fine, enfin, sauf à ce qu'il nous pose la question: «Qu'est-ce que vous feriez à ma place?» Mais in fine, c'est quand même une décision qui lui appartient et donc encore une fois, nous, on met l'information, on la hiérarchise, on la priorise, on l'aide à s'en saisir et à l'appréhender. De là à poser cet ancrage très fort de dire, «Nous, on choisirait telle personne», c'est pas évident et je crois que ça nous est arrivé quelques fois de le faire et que ça a plutôt suscité des tensions, d'ailleurs, avec nos clients, de justement sentiment qu'on outrepassait ce qui, à ce stade-là, leur appartenait. Je pense à un je pense à un recrutement qu'on a fait en voie d'exécution, par exemple. Donc ça, c'est une chose et donc comment est-ce que, comme métier de conseil, est-ce qu'on peut gérer la transmission de l'information et la communication avec le client et la prise en charge du client, jusqu'à sa responsabilisation? C'est-à-dire le fait qu'il y ait une reconnaissance par le client que, in fine, c'est sa responsabilité, qu'il doit se positionner et qu'il doit se positionner parmi dans un contexte d'incertitude radicale. En recrutement, on est toujours dans une incertitude radicale. Il y a trop d'inconnus. Je vous donne un exemple là qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà, on a, un candidat qui est très bien, sur lequel, il y a plein de choses, qui nous plaisent et qui nous rassurent. On a une petite zone de doute que pour le moment on n'arrive pas à éclaircir. Certains diraient dans le doute, il y a pas de doute. Oui et non. Heu,
Dans le doute, il y a pas de doute, c'est attribuer beaucoup de poids à tous les biais qui peuvent, venir, créer des doutes. On a potentiellement une autre candidate, mais il y a trop d'incertitudes, jusqu'à maintenant sur, son engagement dans le process et donc globalement, soit il faut se positionner sur ce candidat malgré le risque, que peut-être c'est pas la bonne personne, ce qu'on découvrira que quand elle dans le cadre de la période d'essai. Soit on ne se positionne pas sur ce candidat, sans certitude que l'autre candidate, ça fonctionne et du coup sans certitude non plus parce que, marché hyper pénurique, tant géographiquement parlant qu'en termes d'expertise, sans certitude non plus que, on puisse rapidement avoir d'autres candidats et donc intégrer rapidement quelqu'un dans la structure, ce qui est quand même aussi un besoin. Et très honnêtement, à ce stade, il y a des points d'interrogation partout. À un moment, il faut se mouiller et il faut se mouiller dans la meilleure des situations ou dans la moins pire des situations. Et jusqu'où est-ce que, on prend des paris? On est Voilà, c'est pas il y a rien qui peut nous permettre de dire à un moment, on saura si c'est la bonne chose ou pas. Heu, Toutes les variables sont incertaines. Ce qui rend l'exercice vraiment difficile, tant pour nous évidemment que pour notre cliente. Et très honnêtement, tous nos processus de recrutement sont comme ça. Et je pense que c'est propre à l'exercice, enfin, au fait même de recruter. Et donc, c'est des discussions qu'on a beaucoup avec, nos consultantes notamment, c'est-à-dire, voilà, quand on sent que le client est en stress et n'arrive pas à assumer sa responsabilité, comment est-ce que, avec douceur, mais quand même avec, fermeté, on l'aide à affirmer sa posture de leader et à faire preuve de ce qui ne relève que de sa responsabilité et qui est de décider et d'accepter qui va décider ou qu'elle va décider dans l'incertitude et qu'il y a une marge d'erreur. Erreur qui n'est ni imputable, à cette personne, qui n'est pas imputable à notre conseil, qui n'est pas imputable enfin, en tout cas pas si on a bien fait notre travail de récolte de la donnée et de présentation de cette donnée à notre client, qui n'est pas imputable, j'ai presque envie de dire, même au candidat, enfin je veux dire qui est imputable à aucune, erreur intrinsèque, qui est juste imputable au fait que on peut pas savoir. Donc ça c'est une 1re réflexion et c'est la même chose, enfin, dans d'autres épisodes, je parle de sujets qui sont plus de la stratégie d'entreprise, du développement et cetera et cetera. On est dans un monde où ça devient très difficile de se dire: «Si je fais A, j'aurai le résultat B». Que ce soit le moment où on décide de s'engager dans une stratégie LinkedIn ou SEO, heu, est-ce qu'on aura des résultats? Quand est-ce qu'on aura des résultats et quelle sera la qualité de ces résultats? Avant de s'y engager, elle est très difficile à maîtriser et de toute façon, que ce soit LinkedIn ou Google et aujourd'hui pour parler du GIO avec aussi, le fait d'être référencé dans les LLM et je pourrais vous dire ça aussi de tous les autres canaux d'acquisition, le réseautage, les conférences, de toute façon, tout est trop mouvant. On ne sait pas comment sera l'algorithme de LinkedIn demain, on ne sait pas quelles seront les règles de référencement de Google demain, donc la décision que vous prenez aujourd'hui, vous la prenez à la fois dans l'incertitude des résultats de demain, mais aussi dans l'incertitude des règles du jeu de demain et du fait que potentiellement les efforts que vous êtes en train de faire, sont des efforts qui vont, peut-être être complètement mis à la poubelle parce que changement de stratégie du fournisseur ou du partenaire, ou autre. Et vraiment là, je vous donne les exemples archétypaux que sont Google et une plateforme comme LinkedIn. Je pourrais décliner avec Instagram, Twitter, enfin X pardon et toutes les autres plateformes. Mais c'est la même chose si vous avez des partenaires qui sont des partenaires humains, si vous avez un apporteur d'affaires, qui vous envoie beaucoup de clients, mais cet apporteur d'affaires, il peut, choisir un autre partenaire du jour au lendemain. Il peut lui-même subir, des difficultés qui l'amènent à ne plus avoir de flux de clients à rediriger vers vous. Enfin, de toute façon, on est dans la dans oui, on a plus d'incertitude que de certitude dans tout ça. Donc il y a une prise de risque et une responsabilisation
Et beaucoup d'avocats, et ça, c'est aussi quelque chose que je vois, là, moins au stade du recrutement, parce qu'une fois que nos clients s'engagent dans un processus de recrutement, bon, bah, voilà, ils savent qu'ils veulent recruter. Donc la question, c'est plus qui? Enfin, en tout cas, 99 de nos clients savent qu'ils veulent recruter et la question, c'est qui? Mais dans l'activité qui est plus liée au conseil sur le positionnement et cetera, je vois vraiment des avocats et des entrepreneurs qui n'arrivent pas, enfin, je travaille qu'avec des avocats dans le cadre de cette activité, mais qui n'arrivent pas à se mouiller dans une décision. C'est-à-dire à se dire: «OK, je vais tester telle ou telle stratégie de développement pour mon cabinet». Parce que parce qu'il y a trop de doutes, à la fois là-dessus et à la fois sur, le reste, ce qui pourrait faire d'autre, ce qui pourrait marcher d'autre. Et finalement, le fait de toujours douter de si telle stratégie est la bonne, fait qu'ils n'avancent vers aucune stratégie. Donc finalement, il y a aucune décision qui est prise et il y a aucune responsabilité qui est assumée dans: «Bon, bah, en fait, à un moment, il faut que je fasse un pari pour ma structure». Et là-dessus, je vous invite à écouter un épisode, j'ai plus le numéro, mais sur, l'offre, le positionnement et le test and learn, je crois qu'elle s'appelle, avec, ben, cet exercice d'itération qui est vraiment propre à l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est mes premières réflexions, et les deuxièmes réflexions, peut-être, pas assez explicite dans les passages que j'ai lus, mais c'est une fois qu'on assume ce concept même de responsabilité, finalement, ce qui ressort en creux, c'est que la capacité, enfin, le fait que cette autorité soit soutenable et que cette prise de décision puisse être soutenable dans le temps, elle dépend moins, finalement, de la décision en tant que telle que de la manière dont on peut l'expliquer. Déjà se l'expliquer à soi et l'expliquer aux autres. Se l'expliquer à soi par rapport aux données qu'on a prises en considération, l'expliquer aux autres par rapport aux données qu'on a prises en considération, et dans les 2 cas, que ce soit par rapport à soi-même et par rapport aux autres, avoir une forme d'honnêteté sur ce qu'on a choisi de prioriser et sur la manière dont on a hiérarchisé l'information, et 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 prioriser des enjeux par rapport à d'autres. Et on en revient à vraiment l'exercice de l'autorité aujourd'hui, et ça dans le management des humains comme, dans d'autres décisions qui peuvent être prises. Si vous êtes associé d'un cabinet, vous prenez des décisions qui sont liées à des sujets de, gestion des finances, d'investissement, de choix d'un prestataire, de choix d'un fournisseur. Et finalement, c'est qu'est-ce qui nous am qu'est-ce qui si vous êtes la personne qui décide, qu'est-ce qui peut vous amener à défendre cette décision que vous avez prise, heu, en sachant que de toute façon, vous pouvez être critiqué pour cette décision. Ça, personnellement, je trouve que dans le management, pour en revenir sur le management d'humain, c'est les cas de figure que j'ai eu le plus à, enfin, je dis ça, mais non, j'ai aussi eu à défendre, dans le cadre d'Iris et Thémis avec, mes associés, que ce soit mes associés, cofondateurs, ou que ce soit, nos associés minoritaires dans le cadre de, parce qu'on a fait une levée de fonds fin 2023, quand on était sous un autre modèle d'affaires, qui fait qu'on a des associés minoritaires. Et donc j'ai aussi été, en situation de devoir, expliquer pourquoi telle décision plutôt qu'une autre. Au quotidien dans le management, on en revient à cet exercice de l'explication, de la communication, et vraiment, c'est ce que je vois comme étant le plus sous-coté par beaucoup de managers finalement, qui ne communiquent pas assez avec leurs équipes. Et c'est délicat parce qu'il faut trouver dans cette communication la manière de le faire, qui soit, qui soit une communication et non une justification. C'est-à-dire, j'explique une décision et ce qui m'a amené à prendre une décision, heu, mais je suis pas nécessairement en train de te demander ton avis. Et peut-être qu'il y a eu une phase de consultation, hein, c'est pas le ce qui l'un n'empêche pas l'autre. Parfois oui, parfois non. Et ça, c'est des situations où on est tant sur, des décisions qui sont structurantes que des décisions banales du quotidien. Est-ce que je peux poser tel jour? Est-ce que je peux prendre mes vacances à tel moment? Qu'est-ce qu'on fait dans tel, dossier avec tel client, et cetera, et cetera? Comment est-ce que les décisions qui sont prises et qui ont un impact sur ses collaborateurs, elles sont prises d'une façon qui fait que le collaborateur
peut-être qu'il est d'accord, peut-être qu'il est pas d'accord, mais en tout cas, il comprend, ce qui s'est joué. Et nous, on le voit, avec les collaborateurs qui nous parlent de leur projet de mobilité. On voit à quel point est-ce que, ce qui est dommageable dans la relation, c'est, justement cette apparence d'absurdité, cette incompréhension et cette inconstance de la manière dont le management est effectué. Soit parce qu'il y a une incohérence entre, les règles officielles et les règles du jeu sur le terrain, soit parce qu'il y a des choses qui sont annoncées qui ne sont pas mises en exécution, soit, des valeurs qui sont affichées qui ne reflètent pas la manière dont les décisions sont prises et donc finalement, il y a une absence de, on peut pas situer ils arrivent pas à situer, leur manager, ce qui crée une perte de confiance. C'est un sujet de fiabilité finalement. Dans la notion d'autorité et d'exercice d'autorité et de ce qui rend cette autorité vivable, on a une logique de lisibilité et de fiabilité et ça je trouvais ça assez intéressant. C'est bien explicité notamment sur le passage, sur le dilemme, la gestion des dilemmes et des dilemmes, enfin tout manager, d'humain y est exposé, très honnêtement, mais encore une fois, c'est des problématiques qui sont pas que, sur le sujet du management des humains. Voilà, c'était les sujets sur lesquels je voulais revenir avec vous, en tout cas la lecture que je voulais partager avec vous qui, j'espère, résonne en vous comme elle a résonné en moi, vous aide peut-être à, faire la paix avec certaines difficultés que vous éprouvez dans le cadre de l'autorité puisque, en fait, en tout cas, je fonctionne comme ça, je sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais moi je sais que parfois, enfin souvent, ce qui me fait du bien, c'est surtout la mise en mots et la structuration de choses que je vis et qui me challenge, mais sur, lesquels, il n'y a pas nécessairement encore de clarté. Et en fait, il y a déjà un premier bénéfice énorme rien qu'au fait de se dire: «OK, en fait, c'est ça qui se passe, c'est ça que je vis». Donc déjà, j'espère que ça vous apporte ça comme ça me l'apporte à moi et puis aussi que ça fait écho à des situations que vous rencontrez et que peut-être ça vous aide dans justement, dans votre exercice de l'autorité, dans votre exercice de la prise de décision et dans la défense, pas dans un sens justification, mais dans un sens dans la défense, dans le fait d'assumer, les décisions que vous prenez, et de vous sentir à l'aise dans la manière dont vous les assumez par rapport aux tiers, que ce soit vos associés ou que ce soit vos collaborateurs. Si c'est le cas, je serais heureuse de vous lire en commentaire ou en DM et je serais aussi, très heureuse que vous vous abonniez à cette chaîne et de vous retrouver plus tard. C'était un plaisir de partager ça avec vous pour un autre épisode. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.